Donc l'objectif de ce webinaire, c'est de vous présenter les nouveautés de Modelio. Donc on va parler de la 5.2 qui est déjà sortie depuis quelques temps et puis qui a été pas beaucoup diffusée puisque en fait la 5.3 est sortie juste derrière. Donc c'est surtout la 5.3 qui est diffusée actuellement. Donc l'objectif là c'est de vous présenter les nouveautés. Écoutez, on va commencer. Alors, avant de vous présenter les nouveautés, je vais vous présenter rapidement un peu un petit historique très rapide depuis la 5.0 sur donc les 2 dernières années. Juste pour vous rappeler que la 5.0 elle est sortie en octobre 2020 avec une mise à jour en mars. C'était surtout une nouvelle architecture pour supporter le SaaS, hein, le fait de pouvoir héberger vos référentiels. Et puis il y avait également la possibilité d'ajouter dans Modelio des bibliothèques d'images pour associer des images à vos différents éléments. Fin 2021, septembre, est sortie la 5.1 avec essentiellement une nouvelle ergonomie pour tout ce qui est lien, avec notamment des points d'ancrage pour pouvoir conserver les liens, on va dire, si vous déplacez les différents éléments. Ensuite est sortie une 5.2 en juin 2022. Alors cette version-là a été définie pour permettre une meilleure authentification des utilisateurs et notamment pour supporter vos annuaires d'entreprise et donc en quelque sorte déléguer l'authentification à votre annuaire avec toute la sécurité liée à votre annuaire d'entreprise. Il y avait également dans cette version-là, on le verra dans la démo juste après, une gestion des projets un petit peu améliorée avec de nouvelles fonctionnalités. Et puis également l'introduction d'une barre d'état pour afficher les états des éléments, enfin certaines informations. Et puis la 5.3 qui est sortie donc fin de l'année dernière avec une mise à jour là toute récente hein, en février qui est en cours de déploiement. Avec plusieurs fonctionnalités. Alors, il y a des fonctionnalités qui arrivent en 5.3.1, notamment le support de la dernière version d'Archimate, hein, la version 3.2. Donc, je ne vais pas vous détailler ici toutes les nouveautés de cette version-là. Sachez qu'il y a notamment des nouvelles icônes. Tous les éléments Archimate ont maintenant des icônes, voilà. Et puis il y a des changements de couleurs. Il y a également l'autorisation de certains liens entre certains éléments, voilà, qui n'étaient pas autorisés en 3.1 et qui sont maintenant autorisés en 3.2. Voilà, donc on supporte maintenant cette nouvelle version, donc qui est disponible dans la version Modelio 5.3.1. Dans cette version, il y a également des nouvelles règles d'audit liées à Archimate, hein, ça je vous le montrerai pendant la démo. On a également la possibilité de fusionner des éléments. Voilà, vous avez créé plusieurs éléments, finalement c'est le même et vous souhaitez donc les fusionner et conserver tous les liens qui pouvaient y avoir entre les différents éléments. Eh bien, on a rajouté une fonction qui permet de faire cette fusion. Les workflows ont été également améliorés, vous le verrez dans la démonstration. Hein, on a toujours le même principe mais avec des fonctionnalités supplémentaires. Également un démasquage d'éléments facilité. On va voir qu'il y a une nouvelle façon de démasquer les éléments dans les diagrammes. Donc reprendre des éléments existants pour les afficher dans les diagrammes sans forcément les recréer. Donc on verra cette fonctionnalité-là. Et puis eh bien il va y avoir également dans cette version là, notamment la 5.3.1, toujours des optimisations sur les liens et les points d'ancrage qui avaient été apportés dans la version 5.1. Donc il y avait encore des petits défauts sur certaines configurations, certains types de liens, certaines positions. Donc on a amélioré également tous ces aspects-là. Voilà. Et puis dernier point sur les nouveautés 5.3. Alors ça on le verra pas dans la démo. On fournit maintenant une API REST côté serveur qui vous permet d'interroger le serveur pour avoir des informations, notamment sur les utilisateurs, sur leur configuration. Voilà. Avoir la liste des utilisateurs, dans quel projet ils sont enrôlés, quels sont leurs droits, etc., etc. Donc ça peut permettre d'avoir des informations au niveau de la sécurité, savoir qui utilise quoi, et donc d'automatiser tout ça.
Voilà pour les nouveautés. Donc je vais essayer de vous montrer tout ça dans la démo juste derrière. Voilà, petites informations également sur la feuille de route. Qu'est-ce que vous allez avoir en 2023? Il va y avoir plusieurs versions. Au moins 2 versions vont sortir. La troisième sortira certainement en début d'année prochaine. L'objectif de ces 3 versions qui vont se suivre, c'est d'améliorer le travail collaboratif. Donc il va y avoir plusieurs étapes. La première étape sur le second trimestre, Modelio 5.4, qui va donc être une évolution du lecteur de Modelio Reader, donc le client web qui se connecte au référentiel pour consulter les modèles. Alors vous le savez pour ceux qui l'utilisent, aujourd'hui c'est un portail web qui est généré automatiquement la nuit. Donc toutes les nuits vous avez un portail web qui est réactualisé, on va dire, et donc les utilisateurs peuvent se connecter dessus pour consulter les modèles, non pas en temps réel, mais légèrement différés, puisque c'est les modèles de la veille qui ont été livrés. Donc la nouveauté de cette version-là, c'est que vous aurez un accès en temps réel. Voilà, c'est-à-dire que le client léger se connectera directement sur le référentiel Modelio en temps réel, et donc vous pourrez consulter non pas le modèle de la veille, mais le modèle en cours, en cours de modification, de réalisation. On va également inaugurer une nouvelle interface utilisateur. Hein, vous verrez, elle sera plus moderne que celle que vous avez actuellement. Donc ça, c'est pour la première étape, on va dire. Donc travail collaboratif en temps réel pour les lecteurs, ils accèdent en temps réel. Vous aurez une évolution du reader en 3e trimestre qui va passer, peut-être certains en ont déjà entendu parler. Donc ce reader va passer en reviewer, c'est-à-dire que les lecteurs pourront, toujours via leur navigateur, mettre des commentaires sur les modèles. Voilà, donc quelqu'un qui consulte, je sais pas, un processus par exemple, il pourra mettre un petit commentaire pour dire ce qui va, ce qui ne va pas, et puis ce commentaire, bien sûr, va être remonté automatiquement à ceux qui développent, qui modélisent le processus pour éventuellement faire des corrections. Et puis la 3e étape, toujours dans cette amélioration du travail collaboratif temps réel. Donc la première étape, c'était le client léger qui pouvait se connecter en temps réel. Dans la dernière étape, donc ça sera certainement un Modelio 6 au 1er trimestre de l'année prochaine. Là, vous aurez un travail collaboratif en temps réel avec le client riche Modelio. Ça veut dire que vous n'aurez plus besoin de faire des prises de verrou, des commits, vous n'aurez plus en local vos modèles, mais vous travaillerez directement sur le serveur. Et donc chaque modification que vous effectuerez sera effectuée vraiment sur le serveur et donc tout le monde verra en temps réel les modifications faites par les autres. Ça peut vous permettre de travailler en temps réel à plusieurs, sur un même processus par exemple. Hein, tout le monde édite 2-3 personnes éditent le même processus et en temps réel, vous travaillez ensemble sur le même processus et vous voyez les interactions des autres utilisateurs. Voilà les 3 étapes sur l'amélioration du travail collaboratif. Ce que je vous propose, c'est de vous faire une petite démonstration des nouveautés. Donc comme je disais au tout début, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'interface. On essaiera d'y répondre soit au moment même, soit à la fin, bien entendu. Alors, je vais lancer Modelio, donc la dernière version, la 5.3.1. Alors, ce qui a changé à partir de la 5.2, c'est la nouvelle authentification. Donc, vous avez une nouvelle fenêtre d'accueil. Alors, toujours l'adresse du serveur à renseigner. Hein. Donc là, c'est bon, le serveur existe réellement. Hein, il est sur Internet. Hein, moi, j'y accède. Voilà, donc avec le GoToWebinar, j'espère que ça va pas trop ralentir ma bande passante. Donc toujours ce mécanisme d'authentification. Alors il y a deux possibilités. Hein. C'est soit soit Modelio est connecté à votre annuaire d'entreprise et à ce moment-là, vous avez un bouton pour vous connecter via votre annuaire d'entreprise. Si vous êtes déjà connecté,
en SSO, eh bien, vous n'avez pas besoin de vous authentifier à nouveau puisque vous êtes déjà authentifié via Windows et donc vous pouvez vous connecter directement. Dans mon cas, je suis pas connecté à l'annuaire d'entreprise, donc je vais renseigner mon mot de passe pour accéder à mes projets. Voilà, donc là, il se connecte et il va m'afficher les différents projets que j'ai à ma disposition en fonction de mes droits d'accès. Voilà. Donc vous retrouvez, pour ceux qui utilisaient déjà la 5.1, la liste des projets. Alors on va agrandir un petit peu tout ça. Voilà, je vais le mettre en plein écran pour bien voir. Qu'est-ce qui est nouveau ici? Déjà le mode d'affichage. Quand vous n'avez pas beaucoup de projets, bon, c'est pas très gênant, vous avez une vignette, mais on a des utilisateurs qui ont beaucoup de projets, et donc on a mis en place un mode compact qui permet d'avoir un projet par ligne, on va dire, et même, vous voyez, j'ai 3 colonnes. Donc là, avec mes 2, 4, 7 projets, je vais pouvoir les visualiser assez rapidement. Avec à côté des petits boutons, en fonction du projet, vous avez des boutons qui sont sur le serveur, que je vais pouvoir ouvrir ou éventuellement supprimer localement, puisque vous avez une copie locale dans cette version-là. Ce qui est nouveau également, c'est que vous avez la possibilité maintenant de créer un projet local. C'est quelque chose qui existait dans les versions précédentes de Modelio, avant la version 5. On pouvait créer des projets locaux et puis travailler dessus. À partir de la 5, eh bien, ces projets locaux n'existaient plus et il fallait donc les mettre obligatoirement sur le serveur et les partager. Eh bien, dans cette version, à partir de la 5.2, la possibilité de créer des projets locaux est revenue. Voilà. Donc, vous pouvez créer vos projets locaux, travailler en local. Aucune donnée ne se trouve sur le serveur à ce moment-là. Et vous avez quand même une possibilité. Là, j'ai l'exemple. Je vais prendre, voilà, j'ai un exemple qui s'appelle Workflow Examples. Et donc, j'ai un petit bouton éventuellement pour le partager. C'est-à-dire, je peux décider à un moment de dire mon projet local, je souhaite maintenant le partager et travailler avec d'autres personnes dessus. Eh bien, ce projet local, vous pouvez tout simplement, en cliquant sur le bouton, votre projet local va être copié et déplacé sur le serveur. Il va être automatiquement configuré pour que vous puissiez y accéder en lecture-écriture, avec les mêmes droits que ce que vous aviez en local. Et il vous suffira de l'ouvrir et en fait vous travaillerez sur celui qui est sur le serveur et celui qui est en local bien sûr disparaît. Voilà, et vous n'aurez plus en quelque sorte à ajouter les utilisateurs qui doivent travailler avec vous. Ça, c'est l'administrateur du serveur qui va ajouter les utilisateurs sur ce projet qui n'est plus local, mais qui est maintenant partagé. Voilà. Alors, créer un nouveau projet, je vais juste vous créer un nouveau projet local pour que vous voyez. Alors, pour ceux qui connaissent les anciennes versions de Modelio, vous retrouvez cette fenêtre pour créer un projet local. Par exemple, on va l'appeler urbanisation SI. Voilà, on peut choisir son type de projet, ce qui va permettre de automatiquement ajouter les bons modules sur votre projet. Voilà, ça va prendre quelques secondes. Voilà, donc là, ça va créer le projet. Ça va aller télécharger éventuellement les modules dont j'ai besoin et les installer en local et donc ouvrir le projet localement. Voilà, bon. Rien de plus à vous montrer sur cette partie-là. Vous avez un projet local, vous ne retrouverez pas les petites icônes pour le travail collaboratif puisque c'est un projet local. Donc je ferme ce projet-là, on va le sauvegarder localement, toujours pareil. Et donc il va apparaître maintenant dans la liste des projets, ici, voilà. Alors il y a une petite icône qui indique que c'est un fichier, voilà, on sait que c'est localement. Alors que les petits icônes de nuages, c'est pour dire que ce sont des projets partagés. Vous avez également des projets en gris. Les projets gris, c'est tout simplement des projets partagés auxquels je ne me suis pas encore connecté. Voilà, il n'y a pas de copie locale sur ce projet-là. Ça veut dire qu'il y aura un premier téléchargement complet du projet la première fois que je vais me connecter. Voilà. Donc vous voyez mon nouveau projet, eh bien je vais pouvoir l'ouvrir, le modifier, le supprimer localement et éventuellement le partager et donc l'envoyer sur le serveur. On a également un autre mode d'affichage, un peu moins compact. Voilà, c'est entre les deux.
entre les vignettes et puis le mode compact, vous retrouvez un peu plus gros là les projets et les différents boutons pour accéder au projet. Voilà. Je retourne sur le mode vignette. Vous avez également la possibilité de trier par date, par type ou par nom. Voilà. Et puis également faire une recherche. Voilà, je cherche tous les projets qui commencent par Urba, par exemple, ou qui contiennent le mot Urba. Et à ce moment-là, ça me permet de trouver plus facilement mon projet. Enfin, le projet sur lequel je veux travailler. Si vous avez besoin de mettre à jour Modelio, vous avez maintenant un petit bouton, enfin une commande tout en haut, pour regarder si sur le serveur il y a une nouvelle mise à jour. Voilà. Donc pour ceux qui sont en SaaS, eh bien la mise à jour peut être déployée si vous nous la demandez à ce moment-là. Lorsque vous faites une mise à jour, eh bien Modelio vous dit qu'il y a une mise à jour et vous met à jour automatiquement Modelio par rapport à la version qui se trouve sur le serveur. Alors on va ouvrir un projet, on va prendre celui qui est habituel. Alors juste avant, oui, juste pour vous indiquer, effectivement, il y a également, quand on clique sur un projet, on va avoir quelques informations comme l'endroit physiquement où on a la version locale, on a le contact, voilà, on peut associer un contact à un projet, ce qui permet de lui envoyer un email et de savoir à qui est le responsable du projet, la date, l'adresse distante du projet si vous en avez besoin, et puis en dessous la liste des modules ou des bibliothèques qui sont installées dans ce projet. Voilà, donc là je vais ouvrir le projet. Voilà, bon, c'est un tout petit peu plus long que d'habitude. Alors, une des nouveautés également de la version 5.3, c'est que vous avez la possibilité maintenant de faire une mise à jour du travail collaboratif, donc une mise à jour des modèles de travail à l'ouverture du projet. Voilà, vous ouvrez le projet, donc là il a lancé une mise à jour et bien bon, moi je suis à jour de mon côté, c'est le projet sur lequel je travaille pour la démo, donc je suis à jour et donc il n'y a rien à importer. Mais si j'avais eu des choses, eh bien mon projet aurait été automatiquement mis à jour. Ce qui est nouveau également, c'est que l'audit peut être lancé automatiquement à l'ouverture du projet. Voilà, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous ouvrez le projet, ça ne lançait pas l'audit, mais l'audit ne se déclenchait que sur les nouvelles actions. Voilà, et vous pouviez, et vous pouvez toujours d'ailleurs, lancer un audit complet, voilà, vérifier le modèle qui relance l'audit complet sur le projet. Donc là, l'audit peut être lancé automatiquement à l'ouverture du projet. Alors c'est si vous le souhaitez, parce que vous avez des nouveaux paramètres qui permettent justement de configurer ça. Voilà, donc l'audit, vous avez une case à cocher pour dire si vous voulez lancer un audit à l'ouverture du projet. Bon, uniquement pour des projets pas trop gros, voilà, on limite à 50 000 éléments pour juste des raisons de performance, pour pas que votre machine soit saturée au lancement du projet parce qu'il y a un audit qui est lancé. Voilà. L'autre nouveauté, c'est le travail de groupe. Donc, comme je vous disais, vous pouvez cocher ou non de mettre à jour les modèles de travail à l'ouverture du projet. Voilà. Il y en a qui aiment bien ça, comme ça, ils ouvrent le projet et ils peuvent aller prendre un café. Quand ils reviennent, eh bien, tout est à jour et ils peuvent travailler. Voilà. Autre nouveauté également, et ça, j'en reparlerai tout à l'heure, c'est quelque chose qui était souvent demandé. C'est le comportement de la touche suppression dans les diagrammes. Je vais dire, dès le début de Modelio et même d'Objecteering avant, la touche suppression a la même fonction que ça soit dans un explorateur ou dans un diagramme. La touche suppression supprime l'élément du référentiel et de manière définitive. Et donc on a souvent des demandes pour que la touche suppression ne fasse pas une suppression dans les diagrammes, mais fasse un masquage, que l'élément ne soit pas supprimé, mais juste masqué de la vue. Donc, pour satisfaire un peu tout le monde, eh bien, on a tout simplement un paramètre qui permet de laisser l'utilisateur choisir ce qu'il préfère pour la touche suppression. Voilà. La touche suppression peut détruire l'élément, comme c'était le cas jusqu'à aujourd'hui, ou simplement masquer l'élément dans le diagramme. Voilà.
Donc je vais activer cette nouvelle fonction. Et puis bien entendu, pour supprimer dans un diagramme, eh bien vous avez un autre raccourci qui est majuscule suppression, qui va effectuer la suppression lorsque je suis dans le cas d'un masquage, quand j'ai paramétré la touche suppression pour faire un masquage. Voilà donc les nouveaux paramètres pour la mise à jour, l'audit et puis la touche suppression. Les icônes de travail collaboratif ont également évolué. On va dire les triangles vert, orange et rouge, c'est du passé. On est passé à d'autres icônes, notamment des petits cadenas pour vraiment spécifier que les objets sont en lecture seule. Voilà, alors qu'avant on avait un triangle vert qui indiquait que l'objet était en lecture seule. Maintenant c'est un petit cadenas. Les éléments dont vous avez pris le verrou, comme c'est le cas ici, ont maintenant une petite coche verte. Voilà, qui vous indique que vous pouvez travailler dessus. Avant, c'était un petit triangle orange qui était dans l'autre sens. Et puis, lorsque vous modifiez un élément, alors je sais pas si ici j'en ai pas, mais enfin, écoutez, je peux par exemple ouvrir une matrice, modifier légèrement une matrice. Je pense que si je fais ça, il va me modifier, voilà, il me modifie l'élément. Donc, lorsque l'élément est modifié, j'ai maintenant une petite flèche orange qui m'indique que cet objet, il va falloir le livrer parce qu'il a été, il va falloir l'envoyer vers le serveur parce qu'il a été modifié. Voilà les nouveaux changements pour les icônes. J'espère qu'elles vont être plus compréhensibles, notamment pour les nouveaux arrivants sur le projet. Alors, je vous ai dit tout à l'heure en préambule qu'il y avait des nouvelles règles d'audit. Effectivement, sur Archimède, on a rajouté quelques règles d'audit qui nous étaient souvent demandées. Alors, beaucoup sur Archimède. C'est notamment des règles d'audit qui vont vous spécifier quand vous avez des doublons, comme c'est le cas ici. Voilà, j'ai deux serveurs qui s'appellent, qui ont le même nom. Voilà, j'ai deux serveurs MVS, j'ai deux serveurs Windows et j'ai deux serveurs Linux. Voilà. Donc vous voyez qui m'indique que j'ai un doublon sur ces erreurs-là. Donc il y a une règle d'audit qui vérifie les doublons. Voilà, par exemple celle-ci. On a également ajouté des règles d'audit qui vous permettent de savoir si des objets sont affichés dans des vues ou pas. Voilà, on a des utilisateurs qui considèrent que si l'objet n'est pas dans une vue, c'est qu'il y a un problème. Alors aujourd'hui, on les a mis sous forme d'erreur, mais bien entendu, si vous le souhaitez, vous pouvez changer la sévérité des règles. Dire par exemple, finalement, c'est peut-être juste un avertissement ou un conseil, ou bien désactiver la règle. Voilà, si vous estimez que cette règle-là n'est pas intéressante pour vous, vous pouvez très bien la désactiver et revenir au fonctionnement d'audit défini auparavant. Voilà, donc voilà, vous voyez dans mon exemple, j'ai beaucoup d'éléments qui ne sont pas affichés dans des vues. Voilà, à moi bien sûr de corriger ça et donc d'avoir beaucoup moins d'erreurs. Voilà, ça va vous permettre de vérifier que vous n'avez pas d'éléments, on va dire, non définis dans des vues. Alors on va regarder un petit peu les diagrammes. On va créer un nouveau diagramme. Alors on a séparé également dans les vues Archimède, on a séparé on va dire les diagrammes un peu globaux, celles qui permettent d'avoir la palette globale ou bien le diagramme de point de vue. Et puis les diagrammes apportés par le module Archimède, qui sont des points de vue en fait définis par Archimède 3.2. Voilà, chaque type de diagramme permet d'avoir une palette un petit peu différente. Voilà, donc on les a juste séparés pour bien les différencier, pour éviter d'avoir la vue Archimède globale englobée dans toutes les autres vues. Voilà, donc je vais prendre ici ma vue Archimède globale. Ce qu'il faut savoir également, c'est qu'on a créé un nouveau thème, voilà, un nouveau thème de diagramme qui s'appelle Modelio 5.3.x. Ce nouveau thème essentiellement va vous permettre de créer tous les objets en mode structuré. Voilà. Alors que dans le thème précédent, vous aviez certains éléments en mode structuré, d'autres en mode simple, donc sous forme d'icônes. Et voilà, souvent on nous demandait également de créer automatiquement tous les éléments en mode structuré. Donc c'était faisable, vous pouviez le faire directement. Certains l'ont fait, même de créer un thème avec ce style. Et bien maintenant, on a rajouté nous-mêmes le thème. Vous pouvez bien sûr retrouver l'ancien thème, Modelio 3.x si vous le souhaitez. Et comme les autres thèmes
n'ont également pas évolué. Vous pouvez les conserver. Voilà. Alors si je crée un acteur, par exemple, donc je suis toujours dans le nouveau thème, vous voyez que l'acteur est créé en mode structuré. Et comme nouveauté également, c'est que l'acteur, l'objet créé, est tout de suite mis en mode édition. Donc vous pouvez tout de suite le nommer à la création, pas besoin de le resélectionner ou d'appuyer sur F2 pour le faire. Voilà, vous avez ici tout de suite la possibilité de créer votre élément. Alors si vous avez besoin d'aller chercher un élément dans votre référentiel, alors ce qui est nouveau également, c'est que maintenant le raccourci CTRL F existe, et le CTRL F va vous permettre d'ouvrir la boîte de recherche pour rechercher un élément. Alors je ne sais plus à quel moment est arrivé le changement au niveau de la recherche, mais maintenant on recherche par défaut dans tous les éléments Archimède, dans tous les namespaces UML, dans tous les éléments BPMN et dans tous les éléments analystes. Voilà, ce qui fait que voilà, vous pouvez tout de suite chercher. Bon voilà, j'ai mis point étoile, donc il me trouve tout. Mais si je cherche par exemple on va mettre juste les premières lettres. Voilà, on va mettre point étoile. On va chercher le directeur financier qui est ici. Voilà, je le sélectionne et je peux aller le récupérer dans l'explorateur. Alors, si j'ai besoin du directeur financier, bah, vous voyez que je peux aller le glisser et le récupérer. Alors, en préambule tout à l'heure dans la présentation, je vous ai dit que vous pouviez, il y avait un démasquage facilité des éléments. Voilà, alors vous avez toujours ce démasquage possible en allant chercher les éléments dans l'explorateur, mais vous avez une nouveauté, c'est-à-dire qu'à la création, je passe par le bouton de création, et si j'appuie sur la touche CTRL en même temps que je clique dans mon diagramme pour créer l'objet, eh bien j'ai une petite boîte supplémentaire qui s'affiche maintenant, qui me permet soit de créer mon nouvel élément, voilà, soit de référencer un élément existant. Voilà, ça c'est pour aussi éviter d'avoir des doublons. Hein. Vous savez pas trop si votre objet existe, il faut le rechercher, le retrouver et après aller le chercher. Et bien là, en fait, comme je cherche à créer un acteur, j'ai la possibilité avec ce raccourci d'aller chercher l'acteur qui m'intéresse et pas de le recréer. Voilà, par exemple, on va mettre le PDG avec sa description et je valide ici le PDG. Voilà. Au niveau des encres, hein, je vous le disais tout à l'heure, on a amélioré le système des encres, notamment en les alignant par rapport à la grille. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte que quand on les alignait pas, eh bien, il y avait souvent des coudes lorsque les boîtes n'avaient pas la même taille. Parce que souvent, voilà, quand on écrit des textes un petit peu longs, eh bien, les boîtes sont plus ou moins grandes, et donc on n'arrivait pas à bien aligner les liens puisque les encres n'étaient pas alignées, et donc il y avait des fois des coudes. Donc on a résolu ça tout simplement en mettant les encres alignées sur la grille, mais en rajoutant également des encres au centre, parce que c'est toujours utile d'avoir un lien qui part du centre plutôt que de partir d'un point aligné à la grille. Voilà. Donc ici, vous avez ici la possibilité, toujours pareil, je viens de créer mon lien, idem par là. Alors voilà, je vais le faire par rapport au centre et pas par rapport à la grille. Voilà. Alors les messages ici, je vais renommer mon message. Donc là, j'appuie sur la touche F2, hein, c'est assez classique. Alors, une nouvelle option est disponible, c'est pour masquer le label. Voilà, vous pouvez décider d'afficher ou non le nom du message. Voilà. Alors le système d'encre, il a un petit peu évolué, comme je vous disais. Hein, il y a des cas qui sont un petit peu plus facilités. Par exemple ici, quand je déplace un lien, vous voyez qu'il me crée automatiquement un point de routage, ce qui me permet en fait de garder mon point de routage. Voilà. Après, s'il ne m'intéresse pas, je peux le supprimer, bien entendu. Voilà. Mais quand je déplace après les objets, eh bien je garde mon point de routage. Au niveau d'Archimède, hein, comme je vous disais, on supporte la dernière version 3.2. Donc juste quelques exemples. Hein, vous avez maintenant des icônes pour certains types d'éléments que vous n'aviez pas avant,
comme le work package par exemple. Voilà, alors là on le met en mode structuré, donc on a l'icône tout en haut. Le plateau également, il y a eu des changements de couleur, hein. Je crois que c'est sur le plateau et sur le gap, hein, qui avant était en vert et donc maintenant qui est passé en rose. Voilà. Et comme l'emplacement qui est devenu, qui était orange et qui est maintenant qui est devenu rose. Alors comme je disais tout à l'heure, dans le paramétrage, j'ai changé le mode de, de masquage ou de suppression des éléments. Ça veut donc dire ici que mon PDG, si j'appuie sur la touche suppression, comme je le fais actuellement, eh bien, il n'est supprimé, en quelque sorte, il est masqué que dans mon diagramme. Voilà, le PDG est toujours dans l'explorateur. Voilà, donc si je décide, je peux très bien aller sélectionner par exemple le DPO et aller remettre le flux du PDG, par exemple. Voilà. Alors les éléments aussi comme nouveauté, en Archimède, tous les éléments maintenant sont triés par ordre alphabétique de manière automatique. Voilà. Dès que je crée un élément, alors par exemple ici je peux en créer un acteur dans le dossier des acteurs, ou alors je peux glisser le DPO. Si je le glisse, il va automatiquement se ranger par ordre alphabétique au bon endroit et pas à la fin. Donc ça aussi c'est une aide pour facilement retrouver les différents éléments. Alors bien entendu, si vous voulez supprimer, hein, comme je suis en mode masquage, la localisation là, je vais aller la chercher, elle est ici. Donc si je veux supprimer, vous avez un raccourci, voilà, supprimer la sélection et le raccourci majuscule supprimer. Voilà, donc c'est ce que je fais là, j'appuie sur la touche majuscule et la touche suppression et non, ce n'est plus un masquage mais une vraie suppression. Ce qui est nouveau également dans les diagrammes, c'est de nouveaux dessins, voilà, qui ne sont pas donc des éléments, mais vraiment des outils de dessin. Vous aviez le texte, hein, qui vous permettait d'écrire du texte, changer la police, changer la couleur, par exemple. On a rajouté un nouvel élément qui est le texte HTML, qui va vous permettre, eh bien, d'écrire votre texte en HTML avec voilà, des titres, du gras, de l'italique, des tableaux, des listes à puces, etc. Voilà. Par exemple, on va écrire un petit titre. Ça peut vous aider à faire un petit bandeau, par exemple, en haut du diagramme. Voilà. Et puis on va mettre un petit style sous-titre, par exemple. Voilà. Donc je vais juste l'agrandir. Hop, voilà, pour mettre ça. Donc vous pouvez changer la police de caractère, vous pouvez mettre des tableaux, etc., des listes à puces. Voilà, vous avez tout le mode HTML qui est disponible et vous avez une petite barre d'outils pour le faire. Vous avez également un bouton pour créer des images et rajouter des images. Voilà, ici je peux très bien rajouter une petite image et aller chercher une image. Donc je vais prendre, voilà, je vais me prendre mon avatar, hop, et la mettre devant. Voilà. Après vous pouvez mettre toutes sortes d'images, bien entendu, dans ce diagramme. Une autre demande, alors je vais ouvrir un autre diagramme avec un peu plus d'éléments peut-être. Je vais ouvrir une vue applicative. Voilà, par exemple celle-ci. Une des choses qu'on nous a demandé aussi, c'est de pouvoir sélectionner des éléments de même type. Là, par exemple, j'ai j'ai 2 acteurs, j'ai beaucoup d'applications. Peut-être que je veux masquer, supprimer tous les flux. Et donc ça m'obligerait à aller laisser voilà, je le fais manuellement, à aller cliquer sur chacun des liens pour dire que je veux les sélectionner. Donc on a rajouté un petit bouton en haut, ou bien vous l'avez également en clic droit, sélectionner tous les éléments similaires. Voilà, en clic droit dans le menu contextuel ou le petit bouton en haut à droite, ou bien le raccourci CTRL espace, qui va vous permettre de sélectionner, par exemple j'ai sélectionné un flux, il va me sélectionner tous les flux qu'il y a dans le diagramme. Et je vais par exemple appuyer sur la touche suppression pour les masquer de ce diagramme-là. Voilà, donc c'est pareil pour toutes les applications. J'en sélectionne une, je clique sur le bouton et il va me sélectionner toutes les applications qu'il y a dans le diagramme.
Pour les liens, c'est intéressant parce que ça va vous permettre éventuellement de les redessiner automatiquement en les sélectionnant tous. Autre nouveauté, c'est la fusion d'éléments. Il peut arriver de créer des doublons ou bien de s'apercevoir que finalement dans la réalité deux objets ce sont les mêmes. On a cru que c'était des objets différents mais finalement ce sont les mêmes. Donc ça nécessite de rattacher tous les liens, de supprimer un des éléments et puis de remettre tous les liens en place, de les raccrocher sur le nouveau ou sur l'un des deux. Donc on a rajouté un mécanisme qui permet de faire cette fusion. Là par exemple, vous voyez, si je considère que dans mon existant l'application commande et l'application facturation finalement c'est une seule et même application, eh bien je vais pouvoir les fusionner et rattacher tous les liens ensemble, ne conserver qu'une seule des deux applications et rattacher bien sûr tous les liens. Alors il suffit que je sélectionne mes deux applications. Voilà. De lancer la commande de fusion. Ici, il va me demander quel va être l'objet que je vais garder. Voilà, parce que dans mon diagramme, il va falloir que j'en conserve un des deux. Et tous les liens vont se rattacher sur celui que je vais conserver. Donc si par exemple je décide de conserver la facturation, voilà, et de supprimer la commande, mais de rattacher tous les liens venant ou partant de la commande. Donc là, il n'y a qu'un seul lien, ça va être assez simple. Il y a une commande qui va vers l'interface gestion de commande. Et bien, au final, quand je vais valider ça, je vais avoir la commande disparaît, comme vous pouvez le voir là, et le lien qui allait de la commande vers l'interface gestion de commande a disparu, ou plutôt est maintenant rattaché depuis la facturation. Voilà, donc ça c'est vraiment une facilité pour fusionner, pour un gain de temps absolument énorme lorsque on s'aperçoit qu'on a des doublons, soit involontairement parce que quelqu'un a créé deux objets identiques, ou bien tout simplement qu'on décide de fusionner deux objets. Voilà pour cette fonctionnalité. Excusez-moi, j'ai tout déplacé, c'est pas du tout ça que je voulais faire. On va le remettre à sa place. Voilà. Alors, autre nouveauté qui est arrivée en 5.2, c'est la barre d'état, qui a maintenant des informations supplémentaires. Alors, vous connaissez peut-être tous l'onglet travail de groupe, qui permet, quand je sélectionne un objet, d'avoir des informations sur l'objet. Alors, j'aurais peut-être dû prendre un qui avait beaucoup d'infos. Alors, je sais plus lequel j'étais sur facturation. Ouais, non, je sais plus lequel c'était. Alors, j'ai plusieurs. Oui, si celui d'avant était pas bon. Il y avait deux, trois petites choses. Bon, évidemment, là, la bande passante est un peu longue, forcément, puisque je fais le webinaire en même temps. Donc, ça met un petit peu de temps à aller interroger le serveur. Mais vous avez ici, l'historique de mon objet. Et dans la barre d'état, maintenant, je vais avoir des informations sur l'état de mon objet. Donc des petites icônes avec une petite bulle d'aide qui va me permettre de savoir si l'élément est en lecture ou en lecture-écriture. Ça va me permettre de savoir s'il est verrouillé ou non. Donc là, on voit qu'il est verrouillé par moi-même. On voit que l'objet a été modifié localement. Voilà, on le revoit d'ailleurs parce que j'ai la petite flèche orange qui m'indique que je l'ai modifié. Et puis j'ai également son numéro de révision dans le référentiel. Tout à droite de la barre d'état, vous avez l'audit. Effectivement, l'audit qui va vous afficher le nombre d'erreurs. Donc là, j'en ai 163 dans mon exemple. Beaucoup d'éléments qui ne sont pas dans des vues, c'est pour ça. 26 avertissements, 2 erreurs, 2 conseils, pardon, et puis 0 en cours d'exécution, on va dire. Voilà. Puisque l'audit est terminé, là il s'exécute, il est assez rapide, il est en temps réel, donc le dernier chiffre est rarement important, sauf peut-être à l'ouverture du projet où on va voir se décrémenter le nombre de tests encore à effectuer. Alors on va voir aussi au milieu, c'est que vous avez également dans la barre d'état une petite icône qui est liée au workflow. Donc on va regarder ça, le workflow, puisqu'il y a également des nouveautés. Alors le principe du workflow est toujours le même, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir définir des états sur vos objets et faire passer les objets d'un état en autre en fonction de votre processus de workflow, de validation que vous souhaitez mettre en place. Alors ce qui est nouveau quand même, c'est que vous avez maintenant une perspective avec des onglets supplémentaires
qui vous permettent d'avoir un état des objets par rapport au workflow. Alors si je prends par exemple, alors je sais plus lequel en a le plus, peut-être voyage. Bon, je vais prendre l'exemple de voyage. Alors déjà, je peux afficher le workflow, hein, le workflow que moi j'ai mis en place dans mon exemple. Donc c'est vraiment un exemple, hein, vous pouvez avoir un workflow complètement différent avec plus d'états, moins d'états, plus de transitions. Hein. Ça c'est vous qui décidez. Donc chaque élément peut avoir un de ces états-là et chaque transition, vous allez pouvoir, comme avant, hein, définir qui a le droit de changer les états, qui a le droit de passer de rédaction en cours à prêt pour revue, qui a le droit de passer de prêt pour revue à corriger ou de prêt pour revue à publiable. Et puis, toujours pareil, ça n'a pas changé, vous pouvez également définir qui est notifié. Est-ce que tout le monde est notifié? Est-ce que personne n'est notifié? Est-ce que les administrateurs sont notifiés? Ou est-ce que les personnes concernées par l'état suivant sont notifiées? Voilà. Donc ça n'a pas évolué. Vous pouvez toujours, alors ça se voit côté serveur, bien entendu. Donc là, on retrouve les différents états. On retrouve dans cet explorateur de workflow bien, les différents états et dans quels sont les objets qui sont dans chacun des états. Alors là, moi, j'ai mis un workflow de validation de mes applications. Donc, j'ai beaucoup d'applications qui sont dans l'état initial. Donc, on est vraiment au tout début. J'ai quelques applications dans l'état rédaction en cours. J'en ai une dans prêt pour revue. Et puis, j'en ai une à corriger et une qui est publiable. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que vous pouvez changer les icônes. Voilà. Là, par exemple, sur à corriger, j'ai mis une petite icône rouge avec un pouce vers le bas. Et les objets à l'état publiable, eh bien, j'ai mis une icône bleue avec un pouce vers le haut. Donc ça veut dire qu'au niveau de la barre d'état, vous retrouvez cette icône. Voilà. Là, j'ai sélectionné voyage, il est dans l'état à corriger et donc vous avez l'icône du pouce bleu. Si je vais chercher le RP comptabilité, bah lui, il est publiable et donc il a l'icône bleue pouce vers le haut. Voilà. Donc ça, vous pourrez changer, mettre une icône pour chacun des états. Donc ça, c'est pour l'explorateur de workflow. Vous pouvez bien sûr, toujours pareil comme avant, c'est créer une synthèse, c'est-à-dire une matrice avec la liste des éléments et puis une petite case à cocher pour dire dans quel état il se trouve pour chacun des états existants. Et puis vous pouvez toujours pareil générer un petit rapport d'avancement qui va être un document Word. Bon, je le lance rapidement. Hein. Bon, ça existait déjà également. Là, je le lance. Ça va mettre quelques secondes. Voilà, c'est en cours de. Je rebascule sur mon écran. Voilà, je vais pouvoir afficher les différents états avec des informations sur voilà, j'ai 5% de mes applications à corriger, j'en ai 75 qui sont dans l'état initial, j'en ai 10 dans l'état rédaction en cours. Voilà. Et puis vous pouvez avoir, alors je crois que j'ai pas activé le mode détaillé, mais il peut y avoir un mode très détaillé également sur chacun des états ou des éléments. Alors au niveau du passage des objets d'un état à un autre, eh bien vous avez cet onglet Workflow qui vous permet d'avoir un historique de tous les changements d'état. Voilà, donc moi j'ai fait ça le 23 février. J'ai passé des éléments, cet élément-là, carte de crédit, je l'ai inscrit au workflow, je l'ai mis prêt pour rédaction avec un petit message à rédiger, et puis une action également rédaction terminée, prêt pour revue. Avec ici une petite barre d'état qui va vous permettre bien de changer l'état de l'élément pour effectuer une transition, ajouter un commentaire, modifier le dernier commentaire ou bien supprimer l'objet du workflow si vous vous apercevez que finalement il n'y a pas besoin. Alors si je retourne ici dans le graphe d'état pour que vous voyez bien ce que c'est, ici je suis dans un état prêt pour revue, donc j'ai deux possibilités, soit il est à corriger cet objet, soit il est publiable. Donc quand je demande à changer l'état, vous retrouviez ça déjà dans la version précédente, hein, eh bien vous pouvez choisir l'un des deux états. Voyez, donc j'ai même la couleur qui affiche. Il y a peut-être des corrections à faire ou il y a peut-être qu'il est OK et qu'on va pouvoir le valider. Voilà. Donc ici, je vais par exemple dire qu'il faut modifier la description.
Voilà, un petit commentaire pour que celui qui doit faire la modification soit averti de ce qu'il y a à faire. Voilà, quand je vais valider, eh bien, mon commentaire s'affiche, hein, bien entendu. Donc celui qui aura besoin d'aller corriger, il saura pourquoi il a besoin de corriger. L'objet est bien sûr passé de prêt pour revue à corriger, qu'on retrouve ici. Et donc on va pouvoir travailler là-dessus, bien entendu. Alors c'est toujours les notifications aujourd'hui se font toujours au moment de la livraison. Donc quand vous allez livrer, hein, faire un commit de votre projet, eh bien toutes les personnes qui sont intéressées par la modification recevront une notification par email comme quoi les éléments ont changé d'état et donc vous pourrez, la personne pourra aller consulter le modèle pour voir les différents changements d'état. Alors, autre nouveauté importante, hein, dans le workflow, c'est qu'aujourd'hui, vous avez également la possibilité d'appliquer plusieurs fois le même workflow sur les mêmes objets. C'est ce qu'on appelle, nous, instancier un workflow. On peut très bien imaginer que en 2022, vous ayez validé vos applications et qu'en 2023, il faut réitérer cette validation parce que peut-être il faut faire évoluer les applications. Donc, il faut faire une nouvelle itération de la validation et donc il va falloir réappliquer les mêmes instances, les mêmes états sur les mêmes objets. C'est le cas d'ailleurs sur le RP comptabilité qui, dans la première révision, on va dire, eh bien, était publié, mais dans cette deuxième itération, peut-être qu'il faut retravailler sur cet ERP, il faut le faire évoluer, et donc on va lui réappliquer le même workflow et on va repartir de zéro, on repart à l'état initial. Voilà. C'est pour ça que pour certains éléments, c'est le cas pour le RP, en fait il est dans deux workflows. Il y en a un qui est terminé, hein, parce qu'il est dans l'état publiable, et dans le deuxième workflow, il est à l'état initial, et donc je vais pouvoir le faire basculer vers un autre état si j'ai besoin. Donc après, quand vous travaillez comme ça sur un élément qui est sur plusieurs workflows, bien entendu, quand je suis sur le premier workflow, eh bien, je n'ai plus de transition. Hein, je suis dans le dernier état. Voilà, donc vous voyez ici que je ne peux plus du tout faire évoluer mon application vers un nouvel état puisque je suis arrivé au bout. Par contre, si je sélectionne la nouvelle itération du workflow, la nouvelle instance, eh bien là, je pourrais passer de l'état initial à l'état rédaction en cours. C'est d'ailleurs le seul état qui m'est proposé. Et je vais pouvoir mettre un petit commentaire. Voilà, description à écrire, par exemple. Voilà, voilà, donc sur ce cette deuxième instance, cette deuxième itération, donc voilà, l'objet a évolué. Donc je peux voir un petit peu les différentes instances, qui a fait, bien sûr, toujours pareil, qui a fait le changement d'état. Éventuellement, s'il a mis un commentaire, c'est mieux, hein, et comme ça, on sait pourquoi il a fait le changement et si tout était OK. Donc ça, c'est pour la première itération, et vous avez l'autre pour la deuxième itération. Voilà, j'ai fait le tour de toutes les nouveautés. Voilà, il nous reste 10 minutes. Je vais regarder un petit peu s'il y a des questions. Je sais pas si, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser. Alors il y avait une question, oui, je vois qu'il y a une question. Je commence par dans l'ordre, hein. Il y a une question sur le fait qu'il n'y a pas dans les préférences l'option travail de groupe. Alors ça, c'est une nouveauté. Alors je vais aller vous le montrer. C'est une nouveauté. Les préférences ici, ça doit être une nouveauté 5.3.1. Donc si vous êtes en 5.3.0, vous n'avez pas cette case à cocher, mettre à jour les modèles de travail à l'ouverture du projet. Donc il faut demander à votre commercial ou au support technique s'ils peuvent vous installer la toute dernière, la 5.3.1 qui est disponible. Donc il suffira juste, lorsque le serveur disposera de la nouvelle version 5.3.1, il suffira juste de lancer rechercher les mises à jour. Et il vous proposera la mise à jour, vous la validerez, la mise à jour se téléchargera, s'installera et Modelio redémarrera et vous aurez donc la case à cocher pour les préférences. Voilà.
Alors, voilà, autre question à propos de la mise à jour. Bah, c'est un petit peu ce que je viens de vous dire. Oui, si vous voulez passer, alors pour ceux qui sont encore en 5.1 par exemple ou en 5.2, si vous souhaitez passer en 5.3, bah, il faut faire la demande tout simplement, soit bah, à moi-même, soit à l'équipe commerciale, soit au support. Hein. Après, on, on échangera tous ensemble. Voilà, vous faites la demande pour passer à la 5.3 et donc il faudra la planifier en fonction de la version à laquelle vous partez. 5.1, 5.2 ou 5.3 si vous voulez mettre une 5.3.1. La mise à jour sera peut-être pas tout à fait pareille. Donc ça nécessitera de planifier avec vous cette mise à jour. Ça peut nécessiter l'arrêt du serveur pendant une demi-journée à une journée en fonction du nombre de projets que vous avez, choses comme ça. Voilà. Alors tout ce que je vous ai montré là sur les fonctionnalités sont applicables sur Archimède, mais également applicables sur BPMN, bien entendu. Donc c'est vrai aussi sur, je vais aller vous montrer un peu de BPMN par exemple. Ici, on va créer un diagramme BPMN. Donc vraiment tout ce que je vous ai montré, alors je vais créer juste une tâche pour vous montrer. Voilà. Le système d'ancrage a évolué de la même façon, c'est-à-dire que vous avez également, c'est vraiment pour tous les éléments. D'ailleurs, en 5.1, c'était tous les diagrammes Archimède et quelques diagrammes UML. Aujourd'hui, ce système d'ancrage et de lien par encre s'applique sur tous les diagrammes. Tous les diagrammes UML, tous les diagrammes Archimède, tous les diagrammes BPMN. Je crois que le seul diagramme où c'est pas appliqué, parce que c'est pas applicable, ça doit être le diagramme de séquence UML où il n'y a pas besoin de ce système d'encre. Voilà. Donc en diagramme BPMN, vous avez ici les points d'ancrage qui sont alignés sur la grille, et puis vous avez bien entendu le point d'ancrage central qui vous permet de créer les tâches en mode création automatiquement. Voilà. Donc vraiment le même système. Donc j'essaie de regarder vos questions en même temps. Alors sur le système de licence, aujourd'hui, faudrait que je vérifie que le support, mais Modelio vérifie la connexion, je crois, toutes les 90 minutes. Ça veut dire que vous pouvez être offline pendant 90 minutes, si je me trompe pas. Enfin ça serait peut-être à vérifier avec le support. Voilà. Alors sur les liens BPMN, notamment sur votre existant, quand vous voulez bien les aligner, comme le système d'ancrage va être un petit peu différent dans cette dernière version-là, la première fois qu'il va falloir certainement peut-être remanier un petit peu les liens, et notamment ce que vous pouvez utiliser, c'est d'ailleurs en BPMN, alors je vais vous créer quelques éléments pour vous montrer. Ça me permet de vous montrer en même temps que le Exclusive Gateway maintenant a une croix. Hein, d'ailleurs c'était pas forcément une nécessité, mais c'était aussi une demande qui n'était pas très cohérent et que la croix est souvent plus logique et plus claire. Donc on a rajouté effectivement la croix. Alors je vais juste vous montrer un petit exemple pour faciliter les choses, notamment pour ceux qui ont un existant. Voilà, donc là je suis en mode édition. Alors, faut que je les aligne un petit peu quand même. Voilà, vous allez pouvoir tout simplement, grâce au petit bouton, sélectionner tous les éléments de même type, sélectionner un flux, cliquez sur le bouton pour sélectionner tous les flux, voilà, et ensuite vous pourrez lancer la commande ou le raccourci CTRL F5 pour redessiner les liens automatiquement. Ce qui fait que tous les liens vont se réaligner sur des points d'ancrage. Voilà, ça va vous permettre facilement de réajuster tous les liens par rapport aux points d'ancrage. Volontairement, pour les anciens diagrammes, ceux qui existent avant la 5.2, eh bien à l'ouverture on les modifie pas. Voilà, il faut que vous les modifiez vous-même parce que si on les modifie automatiquement, c'est pas forcément ce que vous souhaitez. Donc on vous laisse le faire et donc à la première ouverture, il faudra réajuster les liens si vous le souhaitez par rapport au point d'ancrage. J'ai une question sur
Est-il prévu d'avoir des valeurs par défaut qui ne soient pas que par projet? C'est une bonne question. Ça, je pense que non. Il faudrait que je demande au support. Aujourd'hui, ça doit être que par projet, les préférences. Effectivement, chaque utilisateur définit ses préférences. Je suis pas sûr. Alors, ce qu'il est possible. Alors, les préférences, je crois pas que ça soit, c'est forcément par projet, par utilisateur. Je pense pas que ça soit global. Je pense que c'est ça votre question. Vous souhaitez que ça soit global pour tout le monde. Je pense pas que ça soit le cas. Par contre, ce qui est le cas, c'est sur les modules. Les modules, les paramètres de modules, vous pouvez faire en sorte, alors j'ai pas d'exemple ici, si peut-être là, vous pouvez faire en sorte que les paramètres de modules soient imposés par le serveur, hein, comme c'est le cas ici. Autre nouveauté, alors voilà, j'en ai pas trop parlé. On a introduit un nouveau type de plugin, on va dire. Jusqu'à aujourd'hui, on livrait tout sous forme de modules. Avec les workflows, on a intégré ce qu'on appelle nous des fonctionnalités. C'est une nouvelle façon de déployer des fonctionnalités de Modelio. Et c'est le cas pour Workflow justement. Euh, pour faciliter l'intégration d'un module dans Modelio, on a ce type de configuration qu'on appelle les fonctionnalités qui permet non plus d'avoir un module, mais d'intégrer un petit peu mieux des fonctionnalités dans l'outil. Voilà. Donc pour l'instant, il n'y a que les workflows qui sont disponibles. Peut-être que dans les prochaines versions, on aura d'autres fonctionnalités qui remplaceront des modules. Voilà. Pour l'instant, je peux pas vous en dire beaucoup plus. Ouais, j'ai une autre question sur les workflows. J'ouvre alors oui sur l'administration des workflows. Bon ça a pas trop et je pense que ça a pas du tout bougé. Bon là, vous voyez, je me connecte sur le serveur. Donc là, toujours pareil, on a la même interface, hein. Si j'étais connecté à l'annuaire d'entreprise, ben en fait, je serais connecté par défaut en cliquant juste sur le bouton. Bon là, il faut que je renseigne mon utilisateur et mon mot de passe. Je vais vous montrer juste rapidement. Il nous reste 3 minutes. Sur à quoi ressemble la configuration d'un workflow. Voilà, donc là sur l'agence de voyage, j'ai un workflow qui est dispo. Voilà. Voilà, c'est mon workflow. Donc je vais le configurer juste pour vous montrer la configuration. Donc là, je le sélectionne parce qu'il peut y avoir plusieurs workflows, hein. On n'a pas forcément qu'un seul workflow et on peut donc avoir plusieurs workflows différents et chaque workflow peut s'appliquer à des éléments différents. Vous pourriez avoir un workflow pour le BPMN, un workflow pour les applications, un workflow pour les processus, métiers, etc., etc. Voilà. Donc au niveau de la configuration d'un workflow, bah, vous retrouvez ici, alors dans mon projet, j'ai deux types d'utilisateurs, j'ai les urbanistes et le profil par défaut. Donc on voit que les urbanistes n'ont rien le droit de faire, ils peuvent pas changer les états. Et les autres qui sont dans le profil par défaut, eux peuvent tout faire. Voilà. Donc c'est par des simples, j'allais dire, il suffit, si je me trompe pas, voilà, il suffit de cliquer sur le petit bouton vert ou rouge pour dire si l'urbaniste a le droit ou pas de passer de initial à rédaction en cours et il a le droit de faire de prêt pour revue à corriger. Voilà. Et puis ça, c'est pour le changement des états. Et puis les notifications. Ici, bah, vous pouvez dire que personne n'est notifié, ceux qui sont concernés par l'état suivant sont notifiés, les administrateurs ou tout le monde. Alors j'ai une question un petit peu globale sur Modelio, sur la collaboration entre. Alors c'est vrai que c'est pas forcément ça n'a pas forcément beaucoup évolué la collaboration. Juste pour vous montrer ici sur mon profil, hein, comme je le disais, j'ai deux types d'utilisateurs. J'ai le profil par défaut et les urbanistes. Alors moi, je suis ici dans le profil par défaut. J'ai un certain CDE Sales qui est également qui est dans le profil par défaut. Et puis il y a un certain EBR, donc Étienne pour pas le citer, qui est urbaniste, hein, dans mon exemple et qui lui accède à deux parties du référentiel, l'agence de voyage et Cap2. Il a le workflow et il a un ensemble de fonctionnalités. D'ailleurs, il a le module Privacy en plus.
Voilà. Donc là, au niveau administratif, hein, pour répondre à la question sur la collaboration, d'un point de vue administratif, vous allez définir qui a le droit de faire quoi, quelles sont les fonctionnalités dont ils sont à sa disposition. Et donc, quand on se connecte à Modelio, on va avoir des droits, et en fonction des droits, on va visualiser plus ou moins d'informations. Donc moi, je suis pas urbaniste, donc je n'ai que l'agence de voyage, je n'ai pas le petit projet Captou qui apparaît dans mon référentiel. Voilà. Alors juste pour vous montrer les dernières étapes, puisque c'est vrai que ici je suis en mode collaboratif, j'ai des choses à livrer. Les petites flèches oranges, ce sont des choses à livrer. J'ai des petits plus, je crois. Là, j'ai une petite vue supplémentaire. Eh bien, quand je suis satisfait et que je souhaite que d'autres personnes en bénéficient, eh bien, je vais livrer mes modifications. Voilà. J'ai la possibilité que ce soit récursif. Voilà, comme ça, je livre tout ou pas. J'ai la possibilité de relâcher les verrous ou pas, ou de les garder. Et bien sûr, je mets un petit exemple, livraison pour le webinaire, voilà, pour qu'on s'en souvienne. Voilà, et ensuite je livre les différentes modifications que j'ai pu faire. Alors j'ai lancé sur local module, c'était une erreur. Hein, il faut que je lance beaucoup plus haut parce que j'ai rien à livrer sur local module. Voilà, donc là c'est beaucoup mieux, j'ai plus d'infos. J'ai notamment tout ça. Alors ce qui est en gris va être juste des verrous relâchés. Ce qui est en bleu, c'est ce que j'ai modifié. Ce qui est en vert, il y avait du vert, je crois, et du rouge. Le rouge, c'est la suppression, et le vert, c'est les ajouts. Voilà. Livraison pour webinaire. Et je valide. Et donc tout ça est envoyé vers le serveur, et donc d'autres personnes peuvent se mettre à jour. Donc ça, c'est le mode actuel, hein. Et comme je vous disais dans la présentation, eh bien, on va dire fin 2023, début 2024, vous aurez un nouveau mode collaboratif en temps réel où toutes ces opérations de prise de verrou, livraison, etc. ne sera plus utile, et vous pourrez donc travailler en collaboration directement tous sur le même serveur, voilà, sur les mêmes projets et sur les mêmes modèles.